Bonjour à tous, nous sommes à Segré pour les 20 ans du festival Tout à refaire. Cette année, le thème c'est le médiéval et nous allons rencontrer Yanis qui va nous partager sa passion pour cette période du Moyen-Âge. Venez avec nous! Bonjour Yanis! Bonjour Clarisse, comment vas-tu? Enchantée! Enchanté également. Alors tu vas nous accueillir là et nous montrer toute ta passion sur le Moyen-Âge. Bienvenue sur mon stand qui est lors du festival Tout à refaire à Vincent. Alors nous sommes aujourd'hui à Segré, au festival Tout à refaire, Absolument. pour les 20 ans de Tout à refaire. Le thème cette année, c'est le médiéval. Et il se trouve que c'est ton domaine de prédilection. C'est un domaine de passion. Voilà. Très récent, mais c'est un domaine de passion. Alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Comment est née cette passion pour le médiéval? Dans mon enfance, j'étais déjà passionné d'histoire ou de géographie, mais pas plus que ça. Et il y a un an, lors des Journées du patrimoine, j'ai fait la connaissance d'une association qui possède un site historique. Je me suis tellement plu que je me suis mis en tant que membre. Et de là, en parallèle, j'ai fait des recherches et je me suis repassionné pour l'histoire et en particulier le Moyen-Âge. Cette période. Voilà, exactement. Et toute la collection qu'on voit là derrière nous, là, c'est des choses que tu as acquis En un an. au fil du temps, en Seulement an. un an. En seulement une année. Voilà, D'accord. exactement. Et t'as déniché tout ça. Mon petit secret, c'est le Vinted. Ah oui, d'accord, ok. y a des On gens trouve qui- ce genre d'objet sur. Faut être patient. Sur Vinted. Faut être patient. D'accord. Faut réserver les objets quand ils sont mis en ligne. Après, il faut attendre qu'ils baissent. Il va l'acheter au bon moment. D'accord. Sinon, Et donc justement, est-ce que tu peux nous parler de cet engouement, parce qu'il y a vraiment un engouement quand même pour le Moyen-Âge, de cette époque du Moyen-Âge, que ce soit des petits ou même des adultes, on voit bien qu'il y a vraiment une réelle passion. Pourquoi? Pourquoi? Pour moi, ça vient de la télévision, du cinéma. Il y a beaucoup de films ou de séries qui sont mis en avant depuis quelques années, notamment la série Viking. Il y a aussi Last of Kingdom, qui parle justement des Scandinaves, des peuples scandinaves qui viennent oui, guerriers libres, voilà, c'est ça. Kings will be made and kings will die. The crown is all important. I do not wish to become king. It is your duty. Là, tu as apporté différents objets pour illustrer la polyurcétique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le mangonneau, le trébuchet et la grue médiévale? Ça faisait un effet de ressort. Et quand ils sont venus en Europe, notamment en France, en Angleterre, il y a eu l'humidité. Donc, la tension n'était plus la même. Donc, les boulets, ils tombaient juste devant. Avant qu'on arrive au trébuchet, il y a une autre arme, mais qui a complètement été oubliée depuis, c'est le fustibale. Tu vas nous expliquer ce que c'est? C'est la fronde, mais avec un manche. D'accord. Donc, qui permettait d'aller plus loin, Déjà avec des pierres de 500 grammes, tandis que la fronde, c'était des... Donc c'était souvent en plomb, en ogive, mais ça atteignait 190 km/h. Voilà. Oui. Donc les spécialistes, c'était des bergers des baléares. Ils étaient spécialisés sur la fronde. Donc après, ils sont venus au festival pour avoir des poids plus lourds, plus loin, et d'avoir une meilleure performance. Et de la fronde avec un manche, on est arrivé utilisé au Moyen-Âge. Donc les arbalètes, c'est pour ça que j'expose différentes pointes de flèches. Donc l'évolution avec des pointes de flèches de la préhistoire, des pointes de flèches en bronze. Donc certaines sont de moins 1800 avant Jésus-Christ. Là on a une pointe de flèche romaine, donc beaucoup plus récente, du 4e siècle. Là c'est une pointe de carreau de baliste. Ça, c'est une vague? Oui. D'accord, mais ça, c'est pas des vagues. Si. Ah bon? D'accord. Tout ce côté-là c'est vraiment historique. Ok. Voilà, c'est vraiment d'époque. Après là c'est de la reconstitution. Voilà.
Ça, c'était des points de chasse, mais utilisés aussi pendant la guerre. Ça, c'était pour la chasse. Bon, les historiens ou les démonstrateurs du Moyen Âge disent que c'était pour couper les câbles des bateaux, les cordes des bateaux. Voilà. Mais il y a eu des tests qui ont été faits. C'est pas possible. Déjà, le bateau il tangue. Et puis la force d'impact au niveau de la pointe de flèche n'est pas assez forte pour couper une corde. C'est beaucoup trop épais. Donc les spécialistes disent que c'était plutôt pour la chasse des volatiles. Dans une aile, l'aile elle est morte, voilà, c'était plus facile. Ça c'était des points aussi faits pour la chasse, mais qui ont servi aussi pour la guerre. Voilà. On sait pas encore tout, enfin. Non. Je veux dire, on fait encore des découvertes. On a des archives, on a des illustrations comme ici, mais après le reste c'est que des hypothèses. Voilà. Et là on arrive avec une pointe qui servait à transpercer les côtes de mailles, donc la perce-maille, et qui a servi autant sur les flèches d'arc que sur les carreaux d'arbalète. D'accord. Parce que on n'utilisait pas les mêmes flèches sur un arc que sur une arbalète. Les carreaux sont beaucoup plus courts, tandis qu'une flèche d'arc est au moins 60 cm. D'accord. Voilà. Plus court mais plus lourd. Parce que elle pouvait aller jusqu'à 400 km/h. Voilà. Donc un impact, ça traversait une côte de mailles, voire même à la fin du Moyen-Âge, certaines armures. Voilà. Donc au niveau des armures, il y avait presque un gage de qualité au niveau des armures. Il fallait qu'elles passent des tests pour savoir si elles pouvaient résister au carreau d'arbalète. Donc il y avait une estampille sur l'arbalète, sur la côte. sur l'armure. Il faisait déjà des crash tests. Voilà. Donc ça pour percer les côtes de mailles. Et ça, cette pointe qui est très particulière, c'était une pointe de flèche incendiaire. D'accord. Ah, on y mettait le feu. On y mettait dedans ce qu'on appelle les toupes. D'accord. On l'imbibait avec du goudron, de la suie, enfin une matière inflammable. Et quand la flèche était envoyée, elle percutait soit du bois, elle venait s'écraser. Et le fait qu'elle s'écrasait, les toupes étaient compressées contre la matière inflammable, et c'est là les braises enflammaient soit des maisons, soit des toits, ou même des machines de siège qui étaient en bois aussi. Voilà. Et notamment les premiers châteaux forts qui étaient des châteaux à motte, qui étaient totalement en bois. Alors sur cet atelier, j'ai voulu démontrer l'évolution des outils agricoles qui, pour certains, sont devenus des armes. Voilà. Notamment ici, un fléau de battage à blé que l'on utilisait déjà en Antiquité. Mais jusqu'au Moyen-Âge, il est resté tel quel. C'était un outil agricole. Mais on le retrouve aussi en Chine. Et le fléau est devenu, en arme, est devenu un nunchaku. Voilà, c'était un fléau beaucoup plus petit, mais qui servait aussi à battre le grain, notamment le riz. Donc, au début du Moyen-Âge, les seigneurs n'avaient pas les soldats suffisants pour se protéger ou pour attaquer un autre château. Donc, ils faisaient souvent appel aux paysans, aux serfs, voilà. Donc, ils appelaient ça une levée féodale. Et les paysans, qu'est-ce qu'ils avaient sous la main? Ils n'avaient pas d'armes. Le seigneur n'était pas obligé d'être assez riche pour pouvoir leur fournir des protections ou des armes. Donc, ils ont utilisé leurs outils de tous les jours. Donc là, on se retrouve avec un fléau de battage. Certains se sont mis à mettre des clous dans la masse, ou aussi des cerclages de fer avec des pointes. Voilà. Donc les cerclages des pointes, plus tard au Moyen-Âge, on a créé le fléau d'armes. Ça pèse... d'accord. Voilà. Ok. Donc prenez-vous ça, voilà, où Ça vous voulez, sur le casque, sur l'armure. Et puis encore là c'est petit, mais j'imagine qu'il y en avait peut-être des plus grosses. Il y en avait des plus gros, il y en avait certains avec plusieurs boules ou même des lingots de fer. Ils appelaient ça les goupillons. Mais c'était aussi dangereux pour l'utilisateur que pour l'attaquant. Voilà. Parce que il y a aucune protection sur le manche et la maîtrise est assez compliquée. Donc
c'est mis en présentation dans toutes les reconstitutions historiques, mais en fait l'utilisation était très rare. D'accord. Voilà. Ah, oui. Et j'ai voulu illustrer l'évolution qu'il pouvait y avoir. Il y a eu aussi des armes qui sont restées telles quelles, notamment les haches. Là, on a une hache danoise, donc époque viking. Parce que moi, j'aime pas trop dire viking, c'est plutôt les Scandinaves. Oui, d'accord. Donc hache danoise qui servait pour les bûcherons et qui est devenue une arme qui a été utilisée jusqu'au 11e, 12e siècle. D'accord. Voilà. Et qui au départ était utilisé plus dans la... Juste dans- pour les bûcherons, dans- voilà. D'accord. C'est pour ça que les vikings, on les représente souvent avec une hache, Oui, parce c'est que très souvent, oui. c'était pas des soldats à la base, c'était des gens comme tout le monde. D'accord. Voilà. Il y avait des bûcherons, des charpentiers, voilà. Et les gens faisaient avec leurs outils. Leurs outils. Voilà. pour se défendre. On a D'accord. retrouvé aussi en armes des maillets. C'est devenu plus tard C'est les masses le- d'armes. Celui de Thor, ça. Oui, Le marteau de Thor. si on veut comparer, ouais. Mais les artisans pouvaient utiliser des maillets de ce style-là, les tonneliers utilisaient ce genre de maillets. Et s'ils avaient à partir la guerre, ils pouvaient utiliser... Ils utilisaient, oui, voilà. les armes. Et plus tard, c'est devenu des masses d'armes. Voilà. Un simple manche avec une boule en métal au bout. Alors là, j'ai voulu représenter la table au Moyen-Âge, mais au tout début du Moyen-Âge. D'accord. Voilà. Donc, à savoir qu'au Moyen-Âge, qu'importe la catégorie, que ce soit des nobles ou les paysans, on mangeait 1,5 kg de pain. Ah oui. Oui, parce que le pain, c'était C'était l'aliment. l'aliment principal. Voilà. D'accord. Donc, on se servait même du pain comme une assiette. D'accord. Donc, on appelait ça un tranchoir. On prenait la moitié d'un pain qu'on évidait et on s'en servait comme plat. On mettait le plat à l'intérieur, Voilà. en fait. D'accord. Et en dessous, on avait ce qu'on appelait le tailloir, qui était un plat en bois, et pour les plus riches, c'était des plats Ça, en là, métal. c'est Voilà, ça que t'appelles c'est le ça. tailloir. Ok, d'accord. C'était une bûchée vidée, tout simplement. D'accord. Et on mettait des nappes qui servaient également de serviettes. Exactement. La nappe n'était pas mise dans le sens comme on met maintenant, mais elle débordait sur les bords. Et on s'essuyait la... Exactement, Ah, d'accord, voilà. ok. Et on partageait un pain donc à deux. Donc on était compagnons de pain, et c'est devenu le terme copain. Ah, génial. Voilà. Ah ouais. C'est parti. Alors, bonjour Yannis. Bonjour Clarisse. Alors, aujourd'hui, nous sommes donc au festival de la cuisine d'année. On prend un zéro? Non, ça. Ils nous regardent. Je qui les regarde. Ils sont des millions. Dans quelques années. Alors, j'ai signé là. Je vais avoir mis bêtisieux là. Combien? Comme la dernière.
tout mis en bêtisier, tu vois. Même si dure c'est 2-3 vidéos, moi je suis pas limité, hein, tu sais. En long. Au revoir. Non, y a rien. Il a blanc. T'as avancé tout à l'heure quand J'ai avancé. t'as avancé d'un pas, ça te coupe la tête. Ah mince, attends. Et tu parles bien fort. Ouais. Vas-y. Bonjour à tous, c'est... Non. Pas grave, tu reprends. Pas grave. Moi non plus, hein, rassure-toi. Bah, c'est parti. Alors, bonjour Yanis. Alors, aujourd'hui, nous sommes donc au festival Tout à refaire pour les 20 ans du festival. Le thème cette année, c'est le médiéval. Tu recommences depuis le début, je commence. Ok.